a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Pierre Chevel, qui aide le public à découvrir du sens dans un monde complexe à travers son podcast Soif de sens. Il y partage des histoires inspirantes d'individus engagés dans des domaines variés tels que l'écologie, le féminisme et la solidarité. Ses invités incluent des personnalités reconnues et des acteurs et actrices du changement comme Jean-Marc Jancovici ou encore Camille Etienne. J'ai eu moi-même le plaisir de passer à son micro et je vous invite à découvrir son travail. Sa quête personnelle de sens ne l'a pas immédiatement conduit vers l'écologie. Alors après avoir travaillé dur pour rentrer dans une école prestigieuse de commerce, Pierre s'est retrouvé en proie à une dépression, réalisant que la vente de produits de consommation ne correspondait pas à ses aspirations. C'est alors qu'il a découvert l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire. Des domaines où le profit n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour apporter des solutions aux problèmes sociétaux. Ensemble, nous allons explorer le concept d'éco-anxiété et l'impact de l'écologie sur notre quotidien, y compris sur l'éducation de nos enfants. Pierre y partage avec nous son cheminement personnel vers une vie plus durable, ce qui l'a conduit à prendre des mesures concrètes telles que renoncer à la viande ou encore à l'avion pour ses déplacements. Il nous parlera également de son expérience de la paternité à l'ère du changement climatique et de comment il prépare sa fille à un avenir où les défis environnementaux seront omniprésents. Alors ce sera un épisode un peu chargé d'émotions, d'informations et de pistes de réflexion qui ne manquera pas d'interroger notre rapport à la planète et aux autres. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible et à le partager autour de vous. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Pierre, est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous définir ce qu'est l'éco-anxiété et ensuite, quand est-ce que tu as commencé à ressentir ce type d'émotion toi-même ? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors sur la définition, déjà c'est hyper casse-gueule. Donc il y a la vision médicale et ma vision perso. Médicalement, il n'y a pas clairement de syndrome qui dit « Ok, là c'est bon, t'es éco-anxieux ». Et c'est beaucoup trop tôt en fait, et surtout c'est sain en fait d'être éco-anxieux dans notre monde, quoi. C'est normal que face à un danger on ressente de l'anxiété en fait, c'est juste voilà. Après évidemment voilà, c'est plus l'anxiété peut créer une souffrance plus ou moins grande, et ça peut aller voilà, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, ça peut devenir pathologique si ça devient obsessionnel. Donc ça c'est le côté un peu médical où pour l'instant c'est vraiment très on est aux prémices, quoi. Moi dans mon cas j'ai observé trois principaux symptômes. Donc évidemment beaucoup d'anxiété, où moi c'était après avoir lu un bouquin qui connectait on va dire la fin des énergies fossiles pas chères, donc le pétrole sur lequel repose toute notre société, et la crise climatique, et en gros de réaliser à quel point voilà, quand on parle d'effondrement souvent c'est ça, à quel point tous les gros piliers de notre société, que ce soit la biodiversité, la finance, le social, l'éducation, etc., s'effritent de plus en plus, sont interdépendants de plus en plus, et donc forcément, s'ils s'effritent tous de plus en plus, le jour où il y en a un qui se casse vraiment la gueule, il y a beaucoup plus de risques de pandémie, de blackout, de conflits, voire de guerre, comme on le voit depuis 1 ou 2 ans, même s'il y en avait bien sûr avant, de pénurie alimentaire, etc. Donc en gros, c'est des choses que je savais un peu, mais là c'était la première fois que j'avais un bouquin qui vraiment connectait tous les micro-savoirs que j'avais, parce qu'en fait, on n'est pas formé à ce genre de truc, avec une approche un peu globale, holistique. Et là, du coup, tu es là. Donc, ouais, là, ça a été vraiment un avant-après. Le premier symptôme, voilà, c'est vraiment du jour au lendemain. J'étais ultra flippé du futur qui s'assombrit. C'était impossible pour moi de me projeter. T'as l'impression vraiment que tu peux réfléchir qu'au jour le jour. Ensuite, voilà, je suis plutôt quelqu'un de joyeux, et donc là, vraiment, j'étais ultra triste, quoi. Enfin, dans mon cas, c'était le spectre de l'éco-anxiété, ça peut être très large, effectivement. Tu fais un peu d'anxiété jusqu'à ce qu'on pourrait appeler de l'éco-dépression, diagnostiquée médicalement ou pas, jusqu'à j'en sais rien, des troubles du comportement alimentaire, des pensées suicidaires. Enfin voilà, il y a vraiment un panel très large. Il faut faire gaffe aussi à pas trop médicaliser le truc, et ça, peut-être on en parlera après, mais c'est aussi des questions politiques et collectives, et pas juste un gars qui est un peu fragile dans son coin, quoi. Donc voilà, deuxième, c'était vraiment une immense tristesse, parce que du coup, tu dois faire un deuil par avance d'un futur que t'imaginais et qu'on te vend que demain sera toujours meilleur, que demain, tu auras tes enfants qui gambaderont dans ton jardin, je sais pas quoi. Et le dernier, c'était
bah, 1000 questions existentielles qui te tombent sur la gueule parce que tu es là, mais en fait, quelles compétences est-ce que moi j'ai pour bah, me nourrir, me loger, me soigner dans un monde où ces ressources seront potentiellement plus difficiles d'accès. Et ouais, du coup, qu'est-ce que ce sera mon métier demain? Est-ce que je veux quand même des enfants? Si oui, combien? Est-ce que je dois déménager pour me rapprocher de ma famille? Est-ce que. Enfin, ouais, donc t'es un peu là. Tu vois le monde qui continue comme avant, alors que toi, dans ta tête, ta vision du monde, elle a complètement changé. Et ouais, c'est submergent, quoi. C'est très complet, merci. Non, mais c'est vrai que c'est un gros sujet. Il y a aussi ce que je comprends moi, c'est qu'il y a aussi voilà, cette peur de l'inconnu, de l'avenir qui est hyper prégnante. Et dans ce contexte-là, avec la conscience écologique que tu as et que je suppose que tu as avec ta compagne, comment est-ce que vous avez réfléchi et décidé de faire un enfant malgré ça? Parce que tu es jeune papa aussi. Ouais, elle a 10 mois, là. Comment vous êtes dit, tiens, on a peur pour le monde si on mettait un enfant dedans? Bah, il y a un peu une question en prémisse avant ça pour moi, c'est est-ce que tu veux conditionner le fait de faire un enfant à ta vision du monde et de ces questions d'effondrement et d'éco-anxiété? Ce qui est une vraie question assez complexe. En fait, j'avais déjà besoin de moi clarifier est-ce que je veux vraiment un enfant sans même en parler avec ma femme, mais parce que c'est quelque chose qu'on prend pour acquis dans notre société, qu'on nous inculque que bah oui, forcément, tout le monde veut des enfants. Et t'es là, bah, en fait, je sais pas, est-ce que je le veux parce que je le veux vraiment ou parce que c'est la norme? Et donc on a eu beaucoup de discussions avec ça, avec ma femme, parce que bah, elle, c'était plutôt oui, et moi aussi, c'était plutôt oui, mais j'avais envie bah, voilà, de réfléchir ce choix qui va quand même changer nos vies, et puis voilà, c'est une grosse responsabilité, donc c'est pas le genre de truc, c'est pas comme monter ta boîte, tu peux la fermer et puis enfin, et reprendre du salariat, quoi. C'est un des rares trucs irréversibles dans nos vies. Et après, comment ouais, j'ai réfléchi à ça, c'est que nous, on imagine un futur avec notre regard bah, moi, je suis né en 90, tu vois? En fait, décorréler le fait que le monde se casse la gueule, j'aime pas trop parce que aller dans cette direction-là, parce que c'est hyper anxiogène et pas forcément réaliste. Oui, scientifiquement, voilà, on a dépassé, je sais pas à combien on en est maintenant, mais genre, 6 des 7 limites planétaires ou 7 des 8 limites planétaires, donc qui permettent de garder la vie habitable sur Terre. Donc scientifiquement, ça sent pas très bon. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on va vivre des tempêtes que ça va être sûrement moins confortable? Qu'on va forcément être malheureux. Ça, c'était un présupposé que je faisais automatiquement, parce qu'on est addict au confort et que bien sûr qu'on préfère tous que notre enfant vive dans une société en paix où il suffit d'aller au supermarché pour acheter tout ce que tu veux. Mais en fait, bah, ton gosse, il va naître, enfin moi, elle est née du coup l'année dernière, elle va pas du tout avoir les mêmes référentiels que moi parce qu'elle aura grandi avec la crise climatique, elle aura grandi peut-être avec les pandémies, avec les ruptures de stock, avec l'électricité qui devient plus chère et les questions d'autonomie qui se développent, de résilience, j'en sais rien. Et en fait, j'en sais rien si elle sera plus malheureuse que ça. Et donc, tout l'enjeu pour moi, c'était de me dire aussi, même si je prends le scénario extrême et que, j'en sais rien, elle meurt à 15 ans pour une raison X ou Y, c'est pas très drôle d'imaginer ce genre de truc, mais est-ce que ça vaudrait quand même le coup d'avoir vécu cette vie-là? Et c'est ma femme qui m'a répondu tout simplement, bah ouais, si c'est une vie remplie d'amour, ouais. Ça me met ça me rend tout émotif, mais parce que maintenant elle existe, cette fille, alors que quand on en parlait, elle n'existait pas. Bah, bien sûr que ça vaut la vie, la chance d'être vécue, cette vie, si elle est remplie d'amour, même si elle est écourtée, même s'il y aura plein d'obstacles. Et voilà, après, c'est un choix hyper personnel et un cheminement personnel à faire, mais c'était ça notre parcours, nous. Juste, j'ouvre la parenthèse. Je sais pas si t'as déjà vu le film Premier Contact, c'est un film avec des extraterrestres dedans. Et bah, je te spoile pas. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un film que j'avais vu avant d'être parent. Tu sais, il y a des films, je sais pas si ça te le fait, mais il y a des films, tu les vois avant d'être parent, et tu les revois après être parent, et ça change tout. Ouais. Moi, c'est les chansons en ce moment. Toutes les paroles de chansons, tu vois, quand ils parlent d'amour et tout, t'es là. Putain, mais en fait, tu vois, du coup, Ne me quitte pas. Et du coup, je pensais, bah, quand elle aura 18 ans et qu'elle se barrera du foyer. Et j'étais là, j'écoute plus du tout pareil. Oui, c'est vrai, c'est ça. Tu vois, tu changes de référentiel, du coup. Et t'as le film Premier Contact que je t'invite à regarder alors, tu vois, parce que ça fait appel à la réflexion que tu viens de poser. C'est vrai que c'est une grosse réflexion, et en même temps, tu vois, moi, souvent, quand on parle d'écologie et de parentalité, il y a un argument que j'entends, qui est de dire, et en même temps, si tu veux, dans ce nouveau monde, avec les nouveaux référentiels et avec les nouveaux choix qu'il faudra faire, est-ce qu'on veut mettre des gens et donc des enfants qui seront élevés avec une certaine conscience des autres, de l'écologie, de la nécessité de sauvegarder le vivant, ou est-ce qu'on veut qu'il y ait que les enfants des gens qui s'en foutent, qui pensent qu'il faut exploiter et tout détruire,
Ouais, après, ça dépend si tu réfléchis au niveau micro ou au niveau macro, quoi. Au niveau collectif, on est d'accord. Au niveau individuel, moi, je vais pas faire 18 enfants juste pour qu'il y ait plus d'écolos sur la planète, quoi. Bien sûr, on est d'accord que c'est dans... Il faut savoir raison garder. On sait qu'on nous a demandé de réarmer démographiquement la France, mais je veux dire, quand tu es dans la réflexion de 1, alors tu vois, nous par exemple, la réflexion s'est posée pour 2 enfants, puisque nous en fait on avait ce désir d'avoir 2 enfants, mais l'aspect écologique c'est quand même posé aussi là-dessus, tu vois. De se dire, à un moment, est-ce qu'on veut... Nous, ce qu'on veut, c'est 2 enfants. Est-ce qu'on se dit qu'il vaut mieux 2 personnes sur Terre qui vont grandir en se posant ces questions-là, ou 2 personnes sur Terre qui vont pas se les poser, quoi. Après, en effet, oui, de là en faire 12... En tout cas, pour moi, c'est pas la première raison, enfin, c'est pas une raison suffisante pour faire ou pas un enfant, quoi. Mais effectivement, quand on parle d'écologie, il y a un peu de deux questions qui sont pas clairement distinctes de quel est l'impact d'ajouter un enfant sur Terre versus est-ce que je souhaite à mon enfant de vivre dans ce monde-là, ce qui est très différent, quoi. Et bien sûr qu'après, bah, on est des êtres vivants, rien que d'être sur Terre, bah oui, on consomme des ressources. Après, on peut aussi avoir des impacts positifs, même s'il ne faut pas se leurrer sur tous les impacts négatifs qu'on a juste en étant dans une société qui est destructrice du vivant. Et après, il ne faut pas non plus... Bien sûr que la démographie joue un rôle, mais bon, quand tu compares l'empreinte carbone d'un Français par rapport à un Éthiopien, bon, bah, il y a aussi 1000 autres facteurs qui font que bah ouais, c'est ton niveau de vie, c'est bah, les ultra riches qui surpolluent beaucoup plus, c'est bah, le rôle des multinationales et des gouvernements. Et donc des fois, c'est un peu l'ultime éco-geste individuel de comme ça, j'aurai vraiment un impact. Alors qu'en fait, là où tu auras le plus d'impact, c'est dans le collectif, c'est en changeant des lois, c'est en faisant plier des multinationales, c'est en organisant, en développant l'autonomie de ton village, de ta région, c'est en changeant de travail. Et justement, on va y venir. Donc, tu nous as beaucoup parlé de tes inquiétudes avant la naissance de ton enfant. Comment est-ce qu'elles ont évolué, ces inquiétudes, après la naissance de ton enfant, et comment est-ce que tu peux gérer cette éco-anxiété au quotidien en tant que jeune parent? Le déni, ça marche pas mal. Mais enfin, je veux dire, moi, ça fait partie de mon métier d'être dans l'écologie non-stop. Et du coup, bah, forcément, il y a aussi des moments où il faut se protéger. Et c'est pas mal d'être dans le déni. Ouais, je suis pas dans le déni total, évidemment, parce que je suis en train d'être interviewé sur le sujet. Mais ouais, avoir conscience que pendant ma phase d'éco-dépression, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que, voilà, c'est un peu cette quête de vérité, que je sache tout sur ce qui va mal pour vraiment m'en imprégner au maximum et comprendre, tout simplement. Quand ça devient vraiment un problème pour ta santé mentale, bah, c'est tout à fait sain aussi de prendre ses distances, de regarder moins les médias, bah, dans mon cas, par exemple, c'est pas du tout la seule raison, mais je parle plein d'autres sujets du coup et beaucoup moins d'écologie qu'avant. Donc il y a ça. Et la première question, ouais, comment ça a changé? Ça a pas tant changé que ça, bah, déjà parce que ça fait que 10 mois. Je pense que j'avais fait énormément. Il y a plein de gens qui deviennent écolos au moment où ils deviennent parents. Moi, j'avais fait énormément de chemin avant. Et surtout, je suis quelqu'un qui réfléchit pas mal sur le long terme. Et du coup, je réfléchissais déjà à la personne que j'avais envie d'être en tant que futur parent. Et comment le fait d'avoir un enfant, j'ai l'impression d'avoir changé. Enfin, en fait, mon enfant est arrivé dans ma tête 2 ans avant d'arriver dans ma vie. Ça peut être autant des trucs que par rapport à l'effondrement, je me suis dit, ok, chaque année, je veux consacrer une semaine de ma vie à développer des compétences par rapport à ces tempêtes qui arrivent. Et donc, par exemple, on était allé une semaine dans un écolieu avec ma chérie. L'année dernière, j'ai fait une semaine dans un stage de self-défense. L'an prochain, je ne sais pas ce que ce sera. Mais pour l'instant, très concrètement, c'est encore beaucoup trop tôt parce que elle-même, et ben voilà, c'est encore un... Bah, c'est peut-être plus un nourrisson maintenant, c'est un bébé, mais elle interagit peu avec l'environnement, tu vois. Elle est pas en train de me dire ah, pourquoi on n'a pas de voiture, pourquoi tu manges pas de viande. Donc, donc ça m'a pas encore frappé de plein fouet. Bah écoute, ça sera l'occasion d'en reparler dans 2 ans. Alors comment tu gères gères ça? Ah, j'en peux plus. Avec l'arrivée à l'école. Il y a un point que tu as souligné et que je tiens à souligner vraiment moi aussi, parce que ça marche pour tous les sujets militants, je pense, que ce soit tu vois, sur les droits de l'enfant ou les violences sexistes et sexuelles, je sais que je peux aborder beaucoup. Oui, il y a un moment où il faut, je pense. Alors après, il y a des gens peut-être qui tiennent le coup en permanence, et tant mieux pour elles. Mais moi, à titre personnel, des fois, tu sais, on me dit ah là, il y a tel truc et tout. Sauf qu'en fait, je suis en phase de pause militante. Ouais. Tu vois. Ouais. Et je pense que c'est important, de la même manière qu'on prend des vacances au travail, qu'on se change les idées, c'est important de savoir faire des pauses. Parce que sinon, après, en plus, après, on est aussi, on voit la vie sous un spectre qui est toujours celui de ça va pas. Et c'est compliqué.
Encore plus, je trouve, quand on est parent, parce que du coup, on transmet aussi une certaine attitude, une certaine... tu vois, par nos attitudes et nos comportements, parfois des choses assez inconscientes. On peut transmettre à nos enfants ça. Et c'est pas ouf, du coup. Ouais. Pardon. Pendant mon année d'éco-dépression, mon frère m'avait énormément aidé là-dessus. Où, en fait, quand tu rentres dans ce truc de... C'est une nouvelle grille de lecture du monde, en fait, que, ah ok, le futur va pas ressembler à ce que je croyais, et qui est hyper sombre. Du coup, tu peux faire une énorme fixette et pas forcément être obsédé par ça, mais en fait, t'as l'impression que tout converge vers ça, et du coup, bah, forcément, c'est hyper déprimant. Alors que bien sûr que le monde va changer, bien sûr qu'il va y avoir des complications, mais en attendant, et même quand on y sera, parce que de toute façon c'est progressif, bah, la vie elle continue. C'est pas parce que, je sais pas, il y a des pénuries alimentaires, qu'il y a plus de chômage, que je sais pas quoi, que, il y aura pas de joie, qu'il y aura pas d'amour, qu'il y aura pas des super rencontres, que vas pas avoir des projets, des passions, des galères, des réflexions, des trucs qui ont rien à voir. Et donc c'est hyper important de garder en tête que ouais, de protéger la vie aussi, quoi. C'est pas être, forcément, dans le déni que, de pas vouloir être, le nez rivé aux problèmes de la société H24, quoi. La vie, c'est pas que les questions d'écologie et c'est pas que, je sais pas, les violences sexistes et sexuelles, bien sûr que c'est, ultra important d'en parler et que ça serait bien que ce soit un peu plus présent dans la société par rapport au déni, collectif, mais voilà. Donc, du coup, tu nous as parlé des actions que tu mets en place au niveau de toi, des stages que tu as pu faire les années précédentes et qui auront aussi lieu, je pense, les années suivantes. Est-ce qu'il y a d'autres actions concrètes et lesquelles que tu as prises pour assurer un avenir plus durable à ton enfant? Alors, peut-être quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure, il y a la dimension collective, donc tu as des engagements collectifs, mais aussi peut-être, tu vois, au niveau individuel, peut-être, est-ce que tu as d'autres choses à proposer? Bah, bon, c'est des trucs que j'ai fait avant d'avoir un enfant, donc il y avait pas tellement, c'était pas tellement pour l'avenir durable de mon enfant que pour le mien, de celui des gens que j'aime et puis juste de la vie sur Terre, quoi. Mais bah, personnellement, j'ai arrêté la viande. Ça s'est fait assez progressivement d'ailleurs, et puis au bout d'un moment, j'étais là, je crois que je mange plus de viande en fait. C'était même pas vraiment un choix ultra militant, quoi. C'était hyper progressif. Ouais, sauf exception, mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Ouais, je prends plus l'avion. C'est aussi, ouais, bah, où est-ce que tu mets ton argent. Et après, pour moi, c'est hyper important en fait les ordres de grandeur. Parce que si tu fais énormément d'efforts pour un truc qui a zéro impact, voilà, vraiment faites le test de votre empreinte carbone. C'est hyper révélateur sur bah, où sont les gros postes d'impact carbone qu'on peut avoir. Et c'est pas forcément. Typiquement, moi, tu vois, je suis végétarien et pas vegan. Bon, en fait, le fait de passer végétarien à vegan, bon, il y a aussi là les questions de cruauté animale ou quoi, mais en termes d'empreinte carbone, il n'y a pas un delta énorme. Et non, pour moi, le plus gros truc, par exemple, où moi, clairement, je pense avoir un impact et où je mets beaucoup de mon énergie, c'est tout bête, mais c'est dans mon travail, quoi. On en parlait l'autre fois quand tu étais passé sur Soif de Sens, mais dans le choix des sponsors, par exemple, dans évidemment les sujets qu'on traite, voilà, c'est 80 000 heures de notre vie quand même. Donc c'est beaucoup plus que acheter un yaourt bio ou pas bio, quoi. Ou pas acheter de yaourt d'ailleurs. Et donc pour moi, c'est une fois que tu as quand même pas mal réduit ton empreinte carbone, tant mieux si tu fais un truc encore plus extrême, mais en fait, les gains marginaux, ils sont de plus en plus petits, quoi. Alors que tu peux aider des milliers de personnes à transitionner, quoi. Bah, peut-être pas des milliers si t'as pas un média ou quoi, mais en tout cas, les personnes autour de toi, en rayonnant. Et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus là que je mets l'accent. Voilà, comment est-ce que je peux aider plein d'auditeuristes à changer de métier, à manger moins de viande, à militer, à désobéir, à réduire l'avion, à l'arrêter, à gagner en autonomie. Et... Donc, c'est beaucoup l'impact indirect, quoi. Par exemple, je bossais avec une boîte qui s'appelle l'Institut Transition qui forme au métier de la transition écologique. Bah, l'année dernière, il y a 5 auditeuristes qui ont fait leur programme et qui, du coup, vont bosser dans l'écologie alors qu'avant, ils bossaient dans des métiers classiques potentiellement polluants, quoi. Et donc, bah ouais, ça a 1000 fois plus d'impact que si j'achète un truc d'occasion versus neuf, quoi. C'est hyper intéressant, je te rejoins totalement sur la pression qu'on peut se mettre, etc. Et aussi sur l'impact réel qu'on peut avoir. Concernant la viande, tu vois, j'ai une anecdote personnelle, c'est que moi j'avais arrêté la viande, alors que je suis un très très gros viandard au départ. Hein. Tu vois, sud-ouest et tout, tu vois, enfin voilà, foie gras, tu vois, voilà. Je suis de Toulouse, du sud-ouest, donc ouais. Ben voilà, tu sais, chocolatine power. Et, Tout à fait. et si tu veux, j'avais arrêté la viande et c'est vrai que, parce que moi ma compagne est végétarienne aussi, et tu vois, j'avais vraiment nourri des réflexions, notamment sur l'antispécisme. J'avais lu le livre antispéciste d'Émeric Caron et je m'étais renseigné là-dessus et je l'avais trouvé très bien, tu vois. Et je m'étais dit, ouais, il y a un truc à faire. Après, je pense aussi qu'il faut, tu vois, comme tu le dis, il faut aussi voir ce que ça nous coûte
personnellement, par rapport à d'où on part. Et j'avais réussi à arrêter la viande pendant 1 an et demi. Ah oui, c'était pas une petite pause. Ok. Non, c'était pas une petite pause, non, c'était une grande pause. Et en plus, j'étais curieux de voir les changements, tu vois, sur ma digestion et tout aussi. Alors, pour information, sachez-le, moi, en ayant arrêté la viande 1 an et demi, dès 3 mois, en termes de digestion, c'était juste dingo. J'avais quasiment plus mal au ventre. J'avais une digestion extrêmement fluide, on va dire. Bah, c'est plus facile de digérer des fibres de légumes verts que des morceaux de steak, quoi. Ton estomac, Et puis je m'étais gardé aussi le poisson et les fruits de mer et tout, tu vois. Donc, j'avais Ah, aussi ok, ce oui, côté-là. d'accord. La fameuse définition du végétarisme. J'avais Oui, arrêté ok. la Ah, viande. t'as pas dit végétarien. Oui, t'as ok. J'avais arrêté la viande. Oui. Avec dans l'idée, ensuite, d'évoluer. Mais en fait, si tu veux, je pense que, est-ce qu'à un moment, on peut pas se dire, ok, si je veux réussir à... Par exemple, si mon objectif, c'est de réussir à ne... Imaginons d'être vegan, est-ce que je peux pas commencer par arrêter la viande? Si je veux commencer par arrêter la viande et que je trouve ça très dur, est-ce que je peux pas commencer par arrêter les pires trucs? Est-ce que je peux pas commencer par réduire ma consommation? Il y a vraiment plein de chemins pour arriver au même endroit. Et ça, c'était le mien. Mais en faisant juste ça, si tu veux, j'avais vraiment vu une différence. Là où ça s'est corsé, c'est quand ma fille s'est diversifiée. Et que elle, en fait, tu vois, chez la nounou et tout, on lui a proposé de la viande. Et c'est vrai qu'avec ma compagne, tu vois, on s'était jamais dit, on va empêcher notre enfant de manger de la viande. Parce que, tu vois, chez la nounou, on s'était dit, est-ce que c'est peut-être, je veux bien ton avis après là-dessus par rapport à ton enfant, mais tu vois, on s'était dit, est-ce que ça va pas être compliqué, tu vois, est-ce qu'elle va pas stigmatiser par rapport aux autres enfants? C'est vraiment une question qu'on s'est posée. Et du coup, en fait, en ayant recuisiné de la viande pour ma fille et tout, j'y suis retourné, quoi. Mais c'est dans mes objectifs dans les 3 ans à venir de réarrêter complètement la viande, ou de manière très très exceptionnelle. Comment ça se passe avec ton enfant, ce sujet de la viande, pas viande est-ce que vous allez lui laisser le choix? Est-ce que vous allez... C'est une question qu'on s'est posée, parce que moi, ma chérie, elle mange de la viande. Bon, à la maison, on n'en mange pas, mais du coup, au travail, quoi, elle en mange. Voilà, d'habiter avec moi, elle en mange forcément moins, puisqu'on n'en mange pas à la maison. C'était marrant parce que j'en parlais avec Julien Vidal d'un autre podcast écolo 2030 Glorieuse, où eux, ils ont 2 enfants maintenant, et du coup, leurs enfants sont végés. Donc après, il y a tous les fantasmes de ton enfant va être carencé et tout ça, alors que non, si tu fais les choses bien, pas du tout. Et je trouvais ça hyper intéressant, son approche à lui, parce qu'il se disait, on se dit souvent que on va imposer un truc à son enfant si on lui impose de pas manger de viande, alors que lui, il me disait, en fait, je lui impose de faire quelque chose de pas éthique, de manger un animal mort, si je lui impose de manger de la viande. Pas forcément en mode culpabilisant, mais peut-être que lui disait, mais t'imagines si mon gosse, dans 5 ans, il sera là, mais papa, pourquoi tu m'as laissé manger de la viande, en fait? Moi, j'aime les animaux. Et donc, tu peux le voir dans les 2 sens, en fait. C'est juste qu'on part du principe que le choix par défaut, c'est de manger de la viande, et du coup, forcément, il y a plus de pression si on essaie d'arrêter. c'est le choix de la norme, en fait. Oui, mais sous-entendu, c'est le bon choix Ah oui, de complètement. laisser de la viande à son enfant. Et moi, je me suis dit, je suis pas assez. Il faudrait que je fasse plus de recherches sur les spécificités du développement de l'enfant, etc. Et bien sûr que ça demande quand même plus d'efforts d'avoir une pyramide alimentaire équilibrée. En plus, chez la nounou qui, effectivement, est pas du tout comme la plupart des gens qui, en plus, elle a quasiment 60 ans. Donc, c'est pas du tout un truc de sa génération, ou en tout cas moins, de manger végé, équilibré, etc. Comment tu donnes des plus de légumineuses, voilà, d'autres sources de protéines ou d'autres choses. Et donc j'ai fait exactement ce que tu disais, quoi. Moi, on parle jamais du calcul coût-avantage, mais bien sûr qu'on voit les avantages, mais il y a aussi un coût. Et donc nous, a priori, elle mangera de la viande. Après, bien sûr que je vais pas me priver pour lui expliquer pourquoi moi j'en mange pas. J'ai pas trop réfléchi pour l'instant, mais je pense que c'est pas tellement mon fonctionnement non plus. Je veux pas la culpabiliser ou quoi, mais bien sûr que je vais l'éduquer sur c'est quoi l'élevage intensif, comment ça fonctionne, que quand on dit viande, en fait, c'est vraiment un animal qui était derrière. Et elle fera son propre cheminement. Je sais pas trop où ça atterrira, mais je crois beaucoup plus à voilà moi comment je fonctionne et pourquoi j'ai fait les choix que je fais dans ma vie et les valeurs auxquelles je crois. Mais tu vois, ta mère, c'est un autre modèle flexitarien, c'est peut-être un peu, je sais pas si elle se dirait flexitarienne, mais enfin voilà, en tout cas elle mange de la viande, plutôt que ça c'est bien et ça c'est mal, ou en fait faut que ça vienne d'elle pour que ce soit durable. Et Je te rejoins totalement, c'est parce que tu vois, comme je te disais, nous dans notre couple, c'est moi qui mange de la viande du coup, et ma compagne elle est végétarienne. Et c'est par contre, si tu veux, Sarah, notre fille, quand elle commence à poser des questions, elle a eu tu vois, notamment quand elle a vu les animaux, je pense que moi, tu vois, par exemple, le chemin que j'ai choisi, c'est de ne jamais lui mentir sur ces sujets, c'est-à-dire lui dire la poule que tu vois là, c'est la même poule que tu vois dans ton assiette, tu vois, qu'elle se rende compte que
Et elle me pose des questions, elle me dit mais comment on en arrive là et tout. Bah en fait, on tue l'animal, tu vois. Je veux dire, il faut que ça soit, par exemple, que ça soit clair pour elle. À ce jour, écoute, elle a pas l'air de se poser plus de questions que ça. À titre d'exemple, j'ai une fille d'amis à moi qui, eux, mangent de la viande, mais qui, par exemple, à 10 ans, a décidé, parce qu'elle aime les animaux, qu'elle voulait plus manger de viande, en fait. Qu'elle voulait plus causer de souffrance à n'importe quel animal. Et tu vois, c'est un choix qui a été respecté dans sa famille, qui a été accueilli, donc c'est tout à fait possible, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et je pense que le chemin, c'est en effet, si on veut laisser le choix, c'est que peu importe où on se situe du côté de la norme, bah, c'est aussi de respecter le choix de nos enfants. Et ce qui m'amène à une autre réflexion une question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses que ton enfant grandira avec une conscience écologique différente de la tienne Comment est-ce que tu t'imagines ça? Bien entendu, on le sait, on a déjà discuté dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble et que j'invite l'auditoire à écouter sur Soif de Sens. On sait que tu respecteras les choix, mais quand même, on sait qu'on se projette aussi, tu vois. On sait que faut pas se mentir. Comment est-ce que tu te projettes comme ça? Est-ce que tu penses que ça va être différent, influencé par quoi C'est toujours un peu facile d'avoir un peu le discours que j'ai, que je vais rien lui imposer, c'est elle qui choisira, etc. Il y a un moment, j'en sais rien, tu vois, si elle bosse pour Total, ouais, je pense que ça va gueuler. Enfin, il y a quand même des limites où voilà, si ton fils il devient agresseur, bah forcément qu'à un moment tu dis stop aussi, quoi. Je sais pas trop où sera la limite. Oui, bien sûr qu'elle aura une conscience écologique juste parce que bah, elle est née 33 ans après. Donc le monde d'abondance que j'ai connu, bah, elle aura déjà grandi dans un monde qui est en train de se fissurer, de se fracturer. Le point de départ, forcément, est 30 ans plus tard. Donc tous les référentiels sont hyper différents. Ce sera beaucoup plus la norme de parler d'écologie. Je crois qu'il y a déjà une alternative végétarienne un jour par semaine, je crois, maintenant, dans pas mal de... Alors nous, à l'école de ma fille, c'est un jour par semaine, il y a un menu, il y a un repas végétarien. Ouais. Il y a une loi qui était passée là-dessus il y a quelques années. Qui est souvent pas ouf, hein, d'ailleurs, c'est souvent frites et nuggets de oui, je sais. Ouais. Bon, en termes d'impact carbone, ça peut déjà être beaucoup mieux, mais, oui, mais tout ouais, à pas fait. forcément en termes de santé, quoi. Après, statistiquement, je pense que bon, la reproduction sociale, en général, ça marche quand même plutôt pas mal. Donc, il y a des chances qu'avec des parents écolos, t'as beaucoup plus de chances d'être écolo, quoi. Mais c'est dur à te dire quand là, elle a 10 mois et que je connais à peine sa personnalité, quoi, et que t'es là, bah, est-ce que c'est juste parce que c'est un bébé qui rigole tout le temps ou quoi? Ou est-ce que ça va vraiment être sa personnalité plus tard? De me dire, attends, par-dessus ce canevas blanc très flou pour l'instant, est-ce que il y aura cette question de... Bon, après, quand tes parents, ils parlent de ça régulièrement parce que c'est leur travail, bon, ma chérie un peu moins, mais moi, oui. Ouais, moi, je pense que dans l'autre sens, je me dis, putain, j'imagine tous les trucs sur lesquels elle va me faire la morale parce qu'elle aura grandi dans un monde beaucoup plus exigeant. Et tant mieux qu'elle me mettra des taquets, elle me dira, mais papa, t'es à la ramasse sur ce sujet, tu fais des vidéos sur YouTube, ça pollue vachement, et tant mieux, parce que le niveau d'exigence augmente avec les générations, et parce que de toute façon, les problèmes sont de plus en plus grands, donc forcément, les prises de conscience sont de plus en plus élevées, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place, justement, dans ce sens-là? En discutant avec toi, j'ai une idée toute bête qui m'est venue, c'est que sur les stéréotypes de genre, sur le sujet des stéréotypes de genre, par exemple, on va peut-être essayer de s'assurer que le choix du jouet soit disponible. Est-ce qu'à l'inverse, concernant la conscience écologique, je donne un exemple tout bête, hein. Est-ce que tu évites de lui donner des jouets qui représentent des avions, par exemple, pour pas qu'elle ait envie de prendre l'avion? C'est trop drôle parce que... Vraie question. Ouais. Bah pour l'instant, c'est hyper tôt, mais oui, clairement, je pense que je ferais ça. On nous avait offert plein de cadeaux. Alors c'était très gentil, mais pareil, plein de trucs neufs dont on n'a pas forcément besoin pour la naissance. Et du coup, quand on avait préparé la valise de naissance pour la maternité, son body de naissance allait être un truc avec, je crois que c'était avec des voitures. Et moi, j'étais là, c'est mort. Genre, le premier vêtement qu'elle va mettre de sa vie pour ce moment magique, ce sera pas un body avec des bagnoles dessus, quoi. Donc on a mis un autre avec des petits renards tout mignons. Bien sûr, parce que ça... Alors c'est indirect, et c'est pas un truc isolé, encore une fois, les ordres de grandeur, quoi, qui va changer, mais l'imaginaire dans lequel on baigne a un impact énorme sur nous. Ça, c'est... Donc ouais, moi je vois mes neveux nièces du côté de ma belle famille. Ouais, ils adorent tout ce qui est construction, les tracteurs, les camions de pompiers, les avions, ils connaissent toutes les marques. Voilà, après leurs parents sont dans le BTP et tout. Bon, bah la construction et la mobilité, c'est pas les trucs les plus écolos, quoi. Donc ouais, non, ça c'est sûr que c'est des discussions que j'aurais
avec elle. Et en même temps, c'est peut-être parce qu'elle s'y intéresserait et qu'elle aurait joué avec en ayant conscience de ça, qu'elle pourrait peut-être devenir la personne qui créera des solutions de mobilité et de construction plus éthiques et plus responsables. Ouais, après, de toute façon, si ça l'intéresse vraiment, je vais pas l'empêcher de... Enfin, voilà, il faut qu'elle fasse ses propres expériences et qu'elle explore, et puis... et voilà, plus t'interdis quelque chose, plus quelqu'un a envie d'y toucher. Dans ta remarque, il y a un peu... en tout cas, j'entends un peu du techno-solutionniste de... ouais, l'innovation et la technologie vont nous sauver. La priorité, quand même, aujourd'hui, c'est de produire et de consommer moins, quoi. Donc c'est quand même la sobriété. Donc il faut quand même se méfier un peu de cette fameuse croissance verte un peu très ricaine, quoi. Mais oui, hein, tant mieux s'il y a la vente un truc, mais bon, il y a une chance sur 1 milliard, quoi. Bah, c'est surtout aussi tu vois, que les sujets se recoupent, c'est que tu vois, quand on parle de jeux de construction et tout ça, ça veut dire aussi potentiellement, parce que là on est sous l'angle écologique, et c'est le sujet de notre épisode, mais tu vois, moi je peux pas empêcher de voir aussi le sujet du genre, c'est-à-dire que potentiellement aussi, on l'éloigne du sujet, du coup on genre ces jeux d'une façon est-ce que c'est éthiquement genré Bah ouais. Je lui donne une bagnole parce que du coup c'est genre masculin, mais c'est pas très écolo. Ah Mais c'est ça, c'est ouais. où on met le C'est trop curseur. intéressant. C'est vrai que je pense que j'ai plus fait une fixette sur le genre que sur l'écologie depuis la naissance. Parce que c'est plus flagrant aussi. Encore plus quand c'est une fille, j'imagine, mais ouais, quand on t'offre que des trucs roses ou dans les magasins ou quoi. Mais ouais, non, c'est un très bon point sur bah, quand c'est à l'intersection des deux, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Bon, après, ça va pas changer sa vie si, du coup, elle aura une voiture rose. Non, ça marche pas. L'important, c'est d'en parler, quoi. L'important, c'est d'en parler. Moi, je trouve qu'à titre personnel, pour avoir fait 2 ans d'instruction en famille avec ma fille, la solution que nous, on a trouvée, bah, en fait, c'est d'aller dans la nature. C'est aussi simple que ça, parce que les constructions, on peut très bien les faire avec des cailloux dans la nature. On peut très bien les faire avec des bouts de bois dans la nature. On peut les faire avec des feuilles dans la nature. La nature, elle n'est pas genrée. Et en plus, ça sensibilise vachement à la nature, tu vois. C'est-à-dire que moi, Sarah, sans que je lui en ai parlé, à, je sais plus, 3 ans et demi, on se baladait en forêt, elle m'a dit, mais regarde, papa, il y a des déchets, c'est pas là qu'on met les déchets, la forêt, elle a rien demandé. Toi, t'es là, tu fais OK, et je lui avais rien dit hein, là-dessus, tu vois. Ouais. Bah, c'est beaucoup plus puissant de vivre des expériences. Quelqu'un qui t'explique ce qui est bien, pas bien. C'est ça. Après, il faut aussi accepter du coup que la nature parfois rentre dans la maison, et faut pas être propreté anxieux, tu vois. Ouais, ça, je pense que je vais avoir du boulot là-dessus. Mais pour l'instant, elle fait que dérouler boulet, elle marche pas encore, donc. Mais ouais. Si tu avais quelques messages essentiels à transmettre aux parents qui nous écoutent par rapport au sujet de l'écologie et de l'éco-anxiété, que eux peuvent ressentir potentiellement, ou qui pourraient saisir leur enfant peut-être, ça serait quoi? De se documenter sur le sujet parce qu'en fait, c'est une forme de deuil qu'on doit vivre. Et donc, c'est la courbe classique, peut-être pour ceux qui connaissent pas, de passer par, je me rappelle plus dans quel ordre c'est, mais oui, le déni, la colère, la tristesse, etc. En fait, c'est différent si c'est toi versus si c'est ton enfant. Pour moi, c'est forcément hyper important de creuser le sujet parce que c'est pas un truc qui va disparaître. C'est hyper important de l'accueillir et de pas être trop jugeant, ou voire pas du tout si vous pouvez, tant mieux, hein, envers vous-même, parce que c'est plutôt un signe de, je sais plus ce que c'est la citation, mais sain d'être malade dans une société qui est malade. C'était Noam Chomsky qui disait « Est-ce que c'est un signe de bonne santé mentale d'être adapté à une société malade ?» Ouais. Et donc c'est normal d'être éco-anxieux dans notre monde aujourd'hui. Enfin, si on l'est pas, on est dans le déni, et du coup les claques que vous allez vous prendre le jour où il y a un Covid ou des trucs plus graves, bah, seront beaucoup plus violentes. Alors qu'au moins là tu peux t'acclimater petit à petit. C'est un ajustement à faire dans sa vie en fait, et donc forcément c'est ultra personnel, mais c'est bah, à quel point tu es en dissonance avec tes valeurs ou pas, à quel point c'est important pour toi peut-être de changer de métier, peut-être de te rapprocher de la nature et d'aller vivre un peu plus à la campagne, peut-être bah, évidemment l'action c'est quand même un des principaux trucs qui réduit l'éco-anxiété, hein, donc de t'engager, et si oui, de quelle manière? Est-ce que c'est, j'en sais rien, en t'engageant bénévolement dans une asso en bas de chez toi? Est-ce que c'est en consommant bio? Est-ce que c'est en réduisant la viande? Est-ce que c'est en emmenant ton gosse dans la nature? Est-ce que c'est en achetant plus d'occasions, en changeant de métier, ou juste en écoutant des podcasts qui en parlent? Parce que bah, c'est des questions de santé mentale, en fait, surtout, pour moi, beaucoup plus que l'impact que toi, concrètement, en termes d'empreinte carbone ou quoi. Il y a aussi, bah ouais, tout ce qui se passe dans ta tête, ta construction du monde et celle que, du coup, tu partages à ton enfant. Et pour moi, l'essentiel, c'est surtout que toi, tu sois bien dans tes pompes, ouais, pour pouvoir communiquer ça à ton enfant et lui donner des outils pour que lui, il apprenne à vivre avec. Parce que si toi,
tu es encore en phase d'éco-dépression ou d'éco-anxiété, même si évidemment elle disparaît jamais parce que il y a des raisons d'être éco-anxieux. En tout cas, tu sais mieux la gérer et tu as une palette d'outils. Ouais, là, tu peux vraiment être une ressource pour ton enfant. Alors que moi, quand j'étais au fond du trou, je suis content que j'étais pas papa à ce moment-là, hein. Après, ça veut pas dire que j'aurais rien pu faire, que s'il y a des gens qui nous écoutent dans ce cas, vous pouvez sûrement faire des choses. Mais forcément, c'est beaucoup plus facile de dire à ton enfant: j'ai vécu la même chose, je comprends ce que tu traverses. Moi, ce qui m'a aidé, c'est ça, ça. Qu'est-ce qui, toi, à ton avis, pourrait t'aider? Est-ce que tu veux qu'on tente des choses? Tu es où en ce moment dans ta tête? Ouais, de lui dire: «T'inquiète, ça va s'améliorer, les problèmes, ils sont réels, c'est pas toi le problème, c'est normal, en fait, que tu te poses ces questions et si tes copains, ils se les posent pas, il y a des chances qu'ils se les posent demain», donc c'est sûr que l'action, c'est le moyen le plus simple de réduire son éco-anxiété. Après, des fois, c'est aussi un peu une fuite en avant, un leurre, parce que des fois, on fait aussi de l'éco-anxiété, mais en fait, ça soulève d'autres, problèmes perso en fait, je me rends compte que j'aime pas mon job et OK, du coup, l'éco-anxiété, ça va soulever ça, mais en fait, il y a un deuxième problème dessous ou un problème de santé mentale ou un problème de couple ou peu importe. Faut pas essentialiser le truc non plus et il peut aussi y avoir le leurre du colibrisme extrême de, s'il fait toutes les micro-actions, individuelles, j'aurai plus d'éco-anxiété. 1, non et 2, c'est surtout pas là que tu auras le plus d'impact et surtout c'est surtout là où tu peux le plus te cramer. Alors que, peut-être qu'effectivement en étant dans des collectifs, comme toi, parents et féministes ou des collectifs écolos, en te battant pour qu'il y ait plus d'alternatives végétariennes à la cantine, en réfléchissant davantage dans le choix qui est proposé, mais en tout cas pour des programmes plus écolos, quand on vote, ton travail évidemment. On est dans une société de plus en plus individualiste où on a perdu la notion en partie du collectif, mais qui revient, je trouve, de plus en plus fort. Et c'est aussi une joie de se battre pour des droits, de se joie pour un monde plus vivant. Et des fois, ça demande moins d'efforts et ça a plus d'impact. Enfin, c'est nos systèmes qu'il faut changer. Donc même si demain on est tous à vélo à manger bio et végétarien, ça suffira pas, quoi. J'ai l'impression de faire des réponses hyper déprimantes, je suis désolé. Non, 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 c'est au contraire, je trouve ça. Tu vois, je trouve pas ça déprimant du tout parce que moi, ce que je trouve déprimant, je te le dis, alors c'est un avis très personnel, hein, je précise pour l'auditoire. Moi, ce que je trouve très déprimant, et je pense que c'est le sujet que tu as soulevé, c'est que j'entends le sujet de la part du colibri, etc. Mais j'ai l'impression qu'on ne fait reposer les changements que sur ça. Parce que ça maintient le statu quo. Donc, tous les gens qui sont les plus pollueurs, plus responsables, à savoir les gouvernements et les grandes entreprises, nourrissent à fond ce truc. Parce que du coup, tu les remets pas en question, eux et leur système. Exactement. Et si tu veux, c'est un petit peu la même chose qu'on retrouve en parentalité, si tu veux, quand on nous dit que il faut faire un travail sur soi, qu'il faut faire ça, on peut faire un travail sur soi. Bien sûr que c'est important de faire un travail sur soi. Mais en vrai, ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est que, bon, je vais reprendre mon sujet du congé paternité, mais c'est qu'on étende le congé paternité, c'est qu'on ait des préparations à la naissance aussi pour les papas, c'est qu'on ait une plus grande flexibilité sur les congés maternité et qu'ils soient mieux rémunérés. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on refasse le système de PMI et qu'on repense totalement le service public de la petite enfance avec de vrais moyens. Et il est là le sujet, c'est-à-dire qu'à notre échelle, on peut faire des choses, mais pour nous, en fait, c'est nous que ça va nourrir, c'est pas la société, quoi. Oui, tu seras toujours à l'intérieur d'un petit cadre et déterminé par l'ampleur de tes privilèges, quoi. Et donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'en effet, et même sur les réseaux sociaux, si tu veux, je trouve que notamment dans le domaine de l'influence écologique, hein, je trouve qu'il y a vraiment ce sujet de la part du colibri qui est extrêmement présent, parfois pour des raisons mercantiles, mais ça c'est autre chose. Et c'est vrai que du coup, on fait peser une pression énorme sur ces sujets-là. C'est pour ça que moi, tu vois, je trouve pas du tout ton propos triste, alarmant ou culpabilisant, parce qu'au contraire, ça permet de dire, ah, attends, je vais faire ce qui m'est accessible. Tu as même donné une option pour aller voir un petit peu sur un site internet qu'est-ce qui serait peut-être le plus pertinent pour moi, sur quoi est-ce que je peux agir et sur quoi est-ce que je me sens d'agir, plutôt que d'être là à cocher les cases de la parfaite petite personne qui fait du zéro déchet, qui fait machin. Et au final, en fait, je kiffe plus ma vie. Et soit dit en passant, rappelons aussi que cette pression écologique dans les foyers hétérosexuels repose majoritairement sur les mères, qui ont déjà d'autres pressions. C'est un point que je tenais à souligner. Et une fois qu'on a parlé de ces sujets individuels, imaginons demain, Pierre, tu as tous les pouvoirs dans le pays. Quelles seraient tes 3 mesures phares pour l'écologie et l'avenir de nos enfants? C'est marrant parce que c'est le genre de truc où tu te dis vraiment, me donnez pas autant de pouvoir, et en même temps, quand tu vois les gens au pouvoir et la merde qu'ils font, tu te dis, mais en fait, à Si. aucun moment, ils ont en ligne de mire l'intérêt général et ils sont juste là pour protéger leur intérêt perso. Le premier truc auquel j'avais pensé, c'est d'avoir des représentants des enfants et aussi des générations futures, quoi, dans toutes les décisions.
de remettre du long terme et de remettre... alors pour le droit de vote, c'est peut-être un peu extrême. Alors c'est un point qu'on a traité dans l'épisode avec Lélia Benoît, qui sera sorti avant le tien du coup, justement sur le droit de vote des enfants et leur représentation dans la société. Donc j'invite l'auditoire à aller écouter cet épisode. J'en sais rien, effectivement. Est-ce que c'est juste un coefficient plus faible? Est-ce que c'est déjà passé de 18 à 16? Je dis n'importe quoi. Ou en tout cas, ça n'a aucun sens que quelqu'un qui a 90 ans ait plus de poids que quelqu'un qui a 17 ans, quoi. Enfin, pour une élection présidentielle, par exemple. Donc ouais, ou dans les tribunaux, ou dans les... Ouais, pour les politiques publiques ou quoi. Donc, en fait, il y a tellement de décisions qui seraient beaucoup plus simples de, je sais pas, l'autoroute A69 ou plein de trucs qui sont absurdes. Si la ligne de mire, c'était, ok, c'est quoi l'intérêt des générations futures et des enfants? Bon, en fait, on sait très bien ce qui serait mieux de faire, quoi. Donc du coup, toi, ta première action, ça serait en effet remettre les enfants dans la représentativité et dans les décisions de politique publique, quoi. Ouais, même dans les médias, tu vois. On voit jamais des enfants à la télé partager. Alors bien sûr qu'il va pas te faire une analyse du conflit à Gaza, quoi. Mais en termes de représentativité, on leur dit, c'est un peu à l'extrême, comme pour les femmes, quoi, qui ont 3 fois moins de temps de parole que les mecs dans les médias, traditionnels en tout cas. C'est votre place n'est pas là, votre parole n'a pas de valeur plutôt, et écoutez les adultes, quoi, qui savent tout mieux que vous. Bon, les adultes qui savent tout mieux qu'eux, ils font aussi des conneries, quoi. Moi, j'aimerais trop avoir... je sais pas, une chronique d'un enfant de 8 ans au JT, tu vois, genre, ça pourrait être trop stylé. Ok, première mesure, alors, ok. Ensuite, en fait, ça dépend si tu vas dans les trucs fun ou dans les trucs pas fun, quoi. Pour atteindre ton objectif. L'inceste et les violences sexistes et sexuelles, voilà, pour moi, pas juste une justice qui marche, quoi. Une justice qui punit vraiment les agresseurs et tous les adultes qui commettent des atrocités. Enfin, déjà, juste en parler, tu te fais bâcher parce que c'est un tabou. T'es là, mais en fait, juste en parler. Alors t'imagines ceux qui subissent ça, et en plus les agresseurs qui continuent à vivre leur vie pépouze, qui sont même défendus parfois par des représentants publics. T'es là, mais quoi, genre Donc ouais, donner des vrais moyens à la justice, et encore, ça c'est juste réparer les erreurs, quoi. Mais bien sûr qu'il faudrait en amont faire de la prévention et qu'il y ait plus ces problèmes, tout simplement. Et côté plus fun, ouais, moi, l'éducation, c'est une cause qui m'a longtemps parlé. Et j'aimerais trop que chaque semaine, tu vois, à l'école, tu puisses lancer des nouveaux projets, que ce soit une école beaucoup plus ouverte. Voilà, tu fais intervenir, je sais pas, moi, un entrepreneur social, un boulanger, un agriculteur. Tu vois, par exemple, toutes les semaines, tu découvres un métier différent. Et que dans les thématiques aussi... alors bien sûr que c'est utile d'avoir des socles fondamentaux d'histoire géo, de maths et de français. Après, jusqu'à quel degré, voilà, je suis pas sûr que faire de la trigonométrie soit indispensable pour 90% des enfants. J'ai jamais utilisé le théorème de Pythagore en dehors qu'à l'école. Ouais, après c'est pareil, est-ce que l'école est là pour créer un socle commun et des gens qui rentrent dans un moule, ou... Bon bref, t'as déjà fait 1000 épisodes là-dessus, c'est pas moi du tout les plus experts sur le sujet. De pouvoir s'explorer soi, en fait, parce que t'as tellement de gens qui ont des talents de ouf, mais qui sont éteints parce qu'ils sont pas à leur place dans la société, parce que juste, ils savent pas qui ils sont, ils savent pas qui ils ont envie d'être, ils ont pas eu le temps de s'explorer, de tenter des choses, j'en sais rien moi, de monter ton événement, créer un jeu vidéo, n'importe quoi, d'écrire un magazine, de monter un podcast, de faire un atelier de méditation avec tes potes de 6 ans. Plein de choses où moi je me dis, je comprends pas qu'à l'école, par exemple, on m'ait pas appris à gérer mes finances. Je comprends pas qu'on m'ait pas appris les relations amoureuses et la drague. Plein de trucs comme ça qui peuvent sembler anecdotiques, mais qui en fait ont un impact énormissime sur nos vies, où je me dis, purée, mais ça serait tellement bien. Donc ouais, c'est un peu le problème qu'il y a 100 000 trucs, on se dit toujours il faudrait qu'on en parle à l'école. Oui, ok, bon, mais il y a un moment, il y a un nombre d'heures limité. Mais ouais. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir, merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.